Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau webinaire Grands Espaces. Alors nous sommes ravis de vous accueillir ce soir pour cette conférence consacrée à une région parmi les plus fascinantes, les plus préservées de la planète. Il s'agit donc de la côte nord-est du Groenland, un territoire immense, sauvage et quasiment inhabité, qui incarne à lui seul vraiment toute la magie de l'Arctique et du Groenland. Ici, les paysages sont vraiment hors du temps et vraiment vertigineux, avec de grands fjords, de la banquise des rivières, de grands glaciers majestueux, des montagnes sculptées euh, et très très hautes, et qui racontent donc une histoire vieille de millions d'années. Alors le nord-est du Groenland, ce n'est pas seulement ce décor spectaculaire, c'est un sanctuaire naturel unique où la faune arctique évolue en toute liberté dans le plus grand parc national du monde, où nous vous accueillons donc en croisière avec grands espaces. Alors, au fil de ce webinaire, nous vous invitons à partir en immersion donc dans cette région exceptionnelle, avec donc plusieurs intervenants ce soir que je vais nommer. Donc Christian Kempf, fondateur de Grands Espaces, explorateur et scientifique qui parcourt les régions arctiques depuis plus de 50 ans maintenant, et qui a derrière lui des ouvrages dédiés donc à cette merveilleuse région du nord-est du Groenland, dont je parlerai un petit peu plus tard. Donc un livre et une carte, mais on y reviendra. Et puis avec nous également deux grands spécialistes du Groenland, Christiane Drieux, qui reviendra ce soir, qui viendra ce soir nous parler donc des civilisations inuites, et puis Pierre Tavernier, qui lui, météorologue, et tous deux guides chez Grands Espaces, pardon, qui lui, ce soir, reviendra sur cette communauté, une des communautés les plus isolées de l'Arctique et du Groenland, avec Itokotormit. Donc, comme d'habitude, eh bien, vous pouvez tout au long de cette conférence poser vos questions dans le chat qui se situe en bas à droite de votre écran. Et puis, nous y reviendrons, donc nous répondrons à ces questions à la fin de cette présentation, pour que tout le monde donc puisse profiter des réponses. Nous reviendrons également à la fin de cette présentation sur les différents voyages que nous vous proposons avec Grands Espaces dans la région du nord-est du Groenland, sur nos différents bateaux. Mais sans plus attendre, eh bien, nous allons commencer cette présentation avec une première introduction par Christian Kempf. Alors, j'ai l'impression que des gens se connectent encore, mais nous allons pouvoir commencer doucement. Et puis, Christian, je Merci. vous laisse la parole. Merci beaucoup, Laureline, et mesdames, messieurs, chers amis, bonsoir. C'est pour moi toujours un grand plaisir de parler de ce nord-est du Groenland, en particulier quand je suis entouré de Christiane, qui est un spécialiste du monde des Esquimaux et des Inuits, car ce nord-est du Groenland est un des endroits les plus riches en restes, en histoire, en reliques du monde des Inuits et des civilisations terrestres des Inuits. Et puis d'un autre côté, de Pierre, avec qui nous avons partagé des jours, des semaines dans ces lieux, et en particulier dans la porte d'entrée de ce parc national, en dehors du parc national, mais c'est la porte d'entrée du parc national, dans ce village d'Itokortomit. Donc, pour ma part, je voudrais juste vous présenter cette région. Vous voyez ici l'Arctique et toutes les zones protégées. Vous en voyez une grande qui est absolument gigantesque, qui couvre presque la moitié. Si on parle de chiffres, le Groenland, c'est environ 2,1 millions de kilomètres carrés. Là, c'est 972 000 kilomètres carrés. C'est le plus grand parc national du monde. C'est la grande tache que vous voyez, si je puis dire, sur le Groenland. Ailleurs, ce sont des zones protégées. Il y a également une très grande zone protégée de 50 000 kilomètres carrés qui est en Russie, qui vient d'être mise, qui est sur cette carte. Mais néanmoins, c'est le plus grand parc national du monde, et qui a été créé en 2 fois et qui maintenant couvre 972 000 kilomètres carrés. Juste au sud, et on le verra sur la photo suivante, on a un
Fjord, qui est, donc là, on va voir la photo suivante, je suis obligé de le dire, si tant est qu'elle arrive. Euh, Sinon, je continue tout simplement à vous dire que c'est ici, vous voyez le fjord de Scoresby Sund. Scoresby est un baleinier découvreur du début du 19e siècle. Il a nommé ce fjord. Et de la droite à la gauche de cette image, vous avez le Scoresby Sund, le Holbredning et ensuite le Nordwest Fjord qui va vers la terre de Charcot. Au total, bon, selon les lieux, selon les livres, 313 à 323 km de longueur, c'est le plus grand fjord du monde, vous le voyez. Ce plus grand fjord du monde est également le plus profond. Euh, dans des systèmes de fjords du Chili, ou du Groenland, par exemple, qui sont les grands systèmes de fjords du monde, on a des couvertures d'environ 90 000 à 120 000 km². C'est le plus grand système de fjords du monde sous cet angle. Et puis d'un autre côté, il y a également des profondeurs. Ici, on est à 1683 mètres de profondeur plus. On n'est pas les plus bas, mais ce sont des fjords terriblement profonds. Quand on sait en plus qu'il y a des parois de 2000 mètres, vous imaginez les apics que cela représente. La photo suivante va nous montrer de ces paysages. Ce sont ici des grandes parois et qui ont, je dirais, l'avantage. Et je me rends compte que les photos ne sont pas dans l'ordre, mais ce n'est pas grave. Écoutez, on va passer les photos et je vais les commenter tout simplement. Ce sont des grandes parois et ces parois montrent une géologie extraordinaire. On est ici face à des roches de l'ère primaire et les divers explorateurs, et je pense en particulier à un Danois qui a marqué ces lieux, disaient que c'était le plus beau livre de géologie à ciel ouvert qu'il ait connu. Passons donc à la photo suivante qui nous montrera en fait cette grande calotte du Groenland. Vous voyez là deux grandes taches blanches. D'abord celle de l'océan glacial arctique où il y a la banquise. Ici, c'est la banquise en hiver dans son extension presque maximum, presque maximum. En principe, elle est plus grande encore, pardon, en hiver. Non, c'est une erreur de ma part. C'est en été, dans son extension, mais d'il y a quelques années. Et je vous propose surtout de regarder à terre. Où voyez-vous du blanc? Vous voyez du blanc un petit peu le long des côtes de l'Alaska. Ce sont les grandes montagnes avec les sommets culminants, des montagnes rocheuses qui se trouvent dans cette région. Vous avez un petit peu de blanc au droit de l'Europe, avec l'archipel du Svalbard ou du Spitzberg, un petit peu de blanc en terre François-Joseph plus à l'est et en Nouvelle-Zélande, mais surtout vous avez ce pâté, permettez l'expression, blanc, qui est la calotte du Groenland sur 1,7 million de kilomètres carrés, vous avez de la glace. Et cette glace, hélas, ces trois fois hélas, fond de plus en plus et de plus en plus vite. Et sur la photo suivante, on parle toujours de superlatifs et on va le voir sur la photo suivante, on a également au nord-est le plus grand et le plus long fleuve de glace, le Nevis, North East Greenland Ice Stream. Il y a plusieurs instituts qui se sont rassemblés au sein d'un groupe de travail, les GRIP, pour étudier cela. Vous avez ici environ 400 km de glace sur environ 160 km de largeur et qui coule, qui coule, qui coule. Alors cette calotte, cette glace vient de la calotte qui prend les précipitations qui viennent de l'ouest et cette calotte, on va la voir sur la photo suivante avec un débarquement qu'on a fait, je dirais, mais en hélicoptère cette fois-ci sur la calotte. Mais cela vous montre ces étendues de neige absolument gigantesques. À plusieurs reprises, on a donné la possibilité d'aller voir cette calotte, évidemment encordée parce qu'il peut y avoir une crevasse traîtresse, mais cela vous montre ce qu'on appelle les Nunatak, les quelques montagnes qui dépassent. Sur la photo suivante, on va de nouveau voir l'immensité de cette calotte, mais rien de mieux qu'une photo d'avion, évidemment, ne montre cette réserve de glace absolument gigantesque. Si toutes les glaces du Groenland venaient à fondre, le niveau de mer augmenterait de plusieurs mètres, de 6 ou de 7 mètres. Donc, on continue toujours notre cheminement dans ce monde de la glace pour arriver je dirais, au débouché de ce Nevis. Je vous en parle parce que
nous organisons plusieurs voyages sur le nord-est du Groenland, mais l'un des voyages, disons, le but de l'un des voyages, c'est d'aller voir cela. On ne pourra pas le voir avec cette qualité. Mais vous voyez ici ces glaciers, notamment le Storström, notamment le glacier de Zacharié, qui vont en mer et qui libèrent des icebergs tabulaires. Donc, la plus grande calotte, le plus grand fleuve glaciaire, et cela donne, et on va le voir sur les photos suivantes, les plus grandes concentrations d'icebergs tabulaires que l'on trouve dans l'Arctique. Ce sont ces icebergs qui viennent, je dirais, directement de la calotte. Ce ne sont pas des icebergs qui ont été sculptés, ciselés par les montagnes, par les glaciers qui ont été obligés d'avoir été corsetés et donnant des morceaux de glace très beaux, mais ce sont des grands icebergs tabulaires. Ce que vous voyez là, ce n'est pas un front de glace, c'est un iceberg. Des icebergs qui font plusieurs kilomètres de longueur et qui viennent de cette région. On va en voir, on va avoir deux photos encore où on va voir ces icebergs. Et nous avons ici les plus grands champs d'icebergs tabulaires de tout l'Arctique. Les plus grands icebergs du monde se trouvent en Antarctique. C'est normal, c'est là qu'il y a la plus grande calotte également. Mais l'Arctique est véritablement, il y a des tabulaires, quelques petits tabulaires en terre François-Joseph, dans certains endroits, mais c'est au Groenland qu'on a ces grands champs d'icebergs absolument gigantesques. Et on va revoir ça sur les photos suivantes. Donc, et cela donne une patte, je dirais, à cette région. Vous voyez ici, évidemment avec l'aide d'un drone, cet iceberg ne fait pas plusieurs kilomètres de longueur, mais il fait environ 1 kilomètre de longueur. Et pour nous, quand on est sur la côte nord-est du Groenland, ben on va voir cela. Mais grâce aux conférences, etc., ben on saura aussi que c'est terrible de voir de tels icebergs parce que cela montre que véritablement la calotte est en train de fondre à une vitesse terrible. On passe donc aux photos suivantes pour montrer maintenant les montagnes, parce que nous avons aussi sur cette côte est les plus grandes montagnes de l'Arctique. Je vous le dis, c'est le pays des superlatifs. Ce n'est pas pour rien que Victor disait que c'était le plus bel endroit du monde, que pour moi, c'est le plus bel endroit d'Arctique. Clair, net, précis, le plus spectaculaire. Hein. Mais vous avez non seulement des montagnes en dentelle qui sont découpées en dentelle par l'alternance du froid et puis du chaud relatif, c'est lié au gel, mais vous avez aussi des montagnes très hautes. Dans le parc national, les montagnes culminent à 2500 mètres d'altitude, mais au sud du Scoresby-Sund, on a notamment les sommets, je pense au Mont Forel, je pense au Gunburg, qui a pratiquement 3700 mètres, 3692 mètres d'altitude. Ce sont les plus hauts sommets de l'Arctique. Encore une fois, le pays des superlatifs, et qui dit haut sommet, dit automatiquement, et on va le voir sur les photos suivantes, des hautes parois. Ici, vous êtes obligé de me croire. C'est la plus haute paroi côtière du monde. Vous voyez l'iceberg et vous voyez derrière une sorte d'autre iceberg de taches blanches. C'est le bateau Ocean Nova. Mais le bateau Ocean Nova, il est à 2 km du bord de côte. On n'arrive pas à photographier. Le sommet est à 2100 mètres d'altitude. La paroi fait 1810 mètres de hauteur. C'est absolument gigantesque et elle continue sur 900 mètres de profondeur. C'est ça, le nord-est du Groenland. Des endroits, si vous voulez, très souvent, quand j'écris une carte, quand je fais un livre, pardon, j'essaie de faire passer cet esprit du nord-est du Groenland, ce gigantisme, et il n'y a aucune photo qui me plaise. Cette photo, c'est moi qui l'ai faite, mais elle ne me plaît pas. Parce qu'on n'arrive pas à montrer la grandeur, la puissance de ces paysages. Alors, je vais quand même vous montrer quelques autres photos et elles vont défiler maintenant grâce à Laureline, avec ces hautes parois, avec ces glaciers qui coulent et qui sont, eux, corsetés par la montagne et qui se cassent en sérac, en crevasses et qui ensuite donnent ces icebergs qui ensuite dérivent en mer. Ces icebergs, on va le voir, car c'est aussi sur la côte nord-est du Groenland qu'on a trouvé il y a un certain temps déjà, puisque c'est dans le livre des Guinness des records de l'an 2000, hein, les plus hauts icebergs du monde, 167 mètres de hauteur. Mais vous voyez ces champs d'icebergs de temps en temps, ici avec un petit voilier, pardon, c'est un grand voilier de près de 30 mètres de longueur, mais avec un petit bateau, on va dire, et ces icebergs qui s'échouent au bout des fjords, des paysages. Mais
que la voix humaine ou que le vocabulaire n'arrive pas véritablement à traduire ou voire à trahir, parce qu'il faut aller les voir, ces paysages. Ensuite, on continue toujours avec ces paysages et ces icebergs sur les photos suivantes. Vous voyez, on a là, cette photo donne un peu l'ampleur du paysage. Alors, en plus, sur cette côte est s'appelle la Riviera polaire, parce que vous avez des précipitations qui viennent globalement de l'ouest, qui se déchargent sur le plateau, sur le sommet du Groenland, qui culmine à plus de 3000 mètres d'altitude pour les sommets les plus élevés, là où il y a de la glace. En revanche, cela donne un effet de feu de l'autre côté, donc un temps très sec et un ciel très pur et très clair, ce qui fait qu'il n'y a aucune pollution lourde d'une part, et puis d'autre part, il n'y a pas beaucoup, c'est un air très sec, et donc on est totalement trompé par les distances. Les montagnes les icebergs sont à quelques centaines de mètres, et les montagnes sont à des dizaines de kilomètres, et ça, c'est aussi une magie de ces lieux, parce qu'on perd nos repères. On va le voir sur les autres photos aussi. Et maintenant, on va passer dans le monde de la glace de mer. J'en parle très peu. On a avec nous un spécialiste de la banquise. Mais ce que je voulais vous montrer avec cette photo, vous voyez le Groenland, en haut à gauche, à droite, pardon, vous voyez le Spitzberg, et vous voyez cette énorme langue de banquise. C'est le plus grand courant de banquise que l'on ait dans l'hémisphère nord. Autrefois, 3000 km3 de glace qui passaient ici chaque année. Vous avez l'ensemble du bassin polaire qui se vide, d'ailleurs hélas de moins en moins, mais qui se vide de cette banquise, et cette banquise fait en sorte que nous ayons ici l'un des endroits les moins peuplés du monde, parce qu'on n'y a pas accès. Autant le monde inuit, d'une part, et ensuite les Vikings et les Occidentaux ont peuplé le sud ou le sud-ouest du Groenland, voire le nord-ouest, dégagé de glace, autant l'est n'est pas peuplé. Il y a des militaires, il y a des scientifiques, il y a des météos, comme on dit, mais il n'y a personne, il n'y a pas d'habitants. Et puis il y a des touristes. On va passer maintenant dans le monde de la banquise. Le monde de la banquise qui évidemment, et qu'on va voir maintenant, est une banquise annuelle et pluriannuelle. Annuelle, faite dans l'année, mais pluriannuelle, c'est-à-dire difficile à passer pour les bateaux, même s'ils ont une belle classe polaire. Et puis évidemment, c'est le monde de l'ours. Et maintenant, on va passer très rapidement les quelques photos suivantes pour vous dire que c'est aussi pour moi, pour ce Groenland que je fréquente. Oui, salut, c'est un vieux copain. C'est ce monde que je fréquente depuis 1979. Pour moi, c'est le pays des grands de l'Arctique. Alors, l'ours, et on va simplement passer les photos très vite, les photos suivantes. Les morses, évidemment, les éléphants de mer, si je puis dire, ce ne sont pas les éléphants de mer, mais le loup polaire, dont la population remonte maintenant sur l'est de Groenland après la période des trappeurs. Également les baleines, on va le voir, et notamment les narvals. Alors, soyons clairs, les narvals, on les voit en général un voyage sur 5 ou un voyage sur 10. Hein. Ils sont très, très farouches. En revanche, les baleines à bosse, comme ici, on les voit régulièrement près des icebergs. Alors, donc, voilà quelques images, je dirais, de ce monde de la banquise, ce monde de la glace. Et puis, il y a aussi le monde de la terre, où il y a un autre animal qui est le symbole du parc national, qui est en fait le bœuf musqué. Cette photo avec évidemment le paysage groenlandais avec les parois d'une part et puis le l'iceberg en arrière-plan, c'est un survivant de la préhistoire, un petit taurillon, mi-chèvre ou mi-mouton, enfin ovibos hein, en latin. Donc il est à la fois bœuf et puis mouton. Hein, voilà. Mais venez pour en savoir plus. Il est sur les parois de Lascaux ou des grottes françaises. C'est un survivant de la préhistoire qui se trouve là et il trouve là 40% de la population mondiale. C'est le symbole du parc national, ce bœuf musqué, et c'est toujours une joie de voir ces troupeaux de bovidés sauvages comme autrefois existaient en d'autres lieux, des troupeaux de bisons sauvages. Là, il y a des troupeaux de bœufs musqués sauvages. Et puis maintenant, on va passer à un autre aspect qui pour moi, me plaît beaucoup, c'est l'aspect de la géologie. Vous avez ici, alors pour être précis, il y a des géologues parmi vous, ce sont les strates de la baie de l'Héliodore. Bon, voilà. C'est-à-dire que vous avez ici des schistes qui sont lités avec des colorations liées à l'aluminium, liées au fer, des colorations diverses, mais sur des superficies et des parois immenses. Et on va tout maintenant simplement laisser défiler
3 ou 4 photos, tout simplement, qui montrent, sans autre commentaire, ces roches fabuleuses, ce livre de géologie, on peut passer les photos tout simplement, qui est à ciel ouvert et qui constitue en fait le nord-est du Groenland, l'île de Menander, ici le château du diable, 1400 mètres de hauteur, hein, avec tout dessiné dans cette géologie absolument remarquable. Et puis, c'est l'endroit, je vous l'ai dit, où on trouve les grands. Bon, cette photo n'est pas fabuleuse, mais pour moi, elle l'est. On voit 3 bœufs musqués, au milieu une tache blanche qui regarde. C'est un ours. Le fait de marier ces grands de l'Arctique, c'est quelque chose de tout à fait particulier. Il y a quelques fjords que nous connaissons et où nous allons vous emmener, où il y a de temps en temps des ours qui sont là et les bœufs musqués sont autour. Évidemment, si l'ours venait à se lever, les bœufs musqués détaleraient. Mais allier ce grand prédateur marin qui est venu se reposer ici à terre et le symbole du parc national, pour moi, cette photo, techniquement, elle n'est pas géniale, mais pour moi, elle veut dire beaucoup de choses. Elle résume, je dirais, un petit peu le nord-est du Groenland. Et puis ensuite, et je terminerai par cela, il y a le côté humain. On va voir une rapide photo de Ittoqqortoormiit, l'endroit le plus isolé du Groenland. Il faut faire des centaines de kilomètres pour trouver un autre village au Groenland. Il faut faire environ 250 kilomètres pour avoir le prochain village en Islande. C'est aussi le pays où il y a les plus beaux restes de civilisation inuite terrestre sur la côte, sur cette côte est. C'est aussi le pays où en 1777, date facile à retenir, mais date tragique, 20 bateaux, plus de 20, un bateau baleinier ont été broyés par la banquise et c'était avant le Titanic, la plus grande catastrophe maritime de l'histoire, également au large de cette côte du Groenland. Alors tout ça, on ne le voit plus, et ce qu'on voit, et on terminera par ça, ce sont le monde des trappeurs, avec les anciennes huttes de trappeurs. Vous voyez ici des bois de rennes, il n'y a plus de rennes maintenant sur la côte est du Groenland, mais il y en avait jusqu'en 1930, ces huttes de trappeurs. On va maintenant ouvrir la porte, visiter l'intérieur d'une hutte de trappeurs. Vous avez les plus beaux restes du monde des trappeurs. Il y a eu quelques grands pulsions, quelques grands flux de l'histoire dans toutes les régions polaires. Il y a eu les Vikings, etc., etc. Mais il y a eu ensuite les tout premiers explorateurs, il y a eu ensuite les baleiniers, puis les trappeurs, puis les mineurs, et puis les explorateurs et le tourisme. Voilà. Mais les restes de trappeurs, c'est sur cette côte est qu'ils sont le mieux conservés et qu'ils ont la plus profonde histoire. Et peut-être une toute dernière photo. Non, je pense qu'on arrive à la fin de ma présentation avec cette photo. Ah non, pardon, c'est celle-là, oui. Avec ces trappeurs, hélas, sont écumés, hein, toutes les côtes, au Spitzberg, au Groenland, en Sibérie, au Canada. La faune maintenant revient tout tranquillement, car le dernier trappeur de la côte est du Groenland a disparu en 1979. À vrai dire, l'ère des trappeurs s'est terminée en 1960, mais pendant près de 50 ans, les trappeurs ont écumé ces côtes. Et maintenant, que ce soit les ours, les loups polaires, les bœufs musqués, la faune revient, le parc national y aide, et cela fait au total le parc national des superlatifs et où j'ai toujours envie de vous emmener parce que c'est l'endroit qui me plaît le plus. Et c'est pour ça d'ailleurs que l'été prochain, je serai à 2 reprises, chaque fois qu'on reste longtemps dans le parc national, je ne peux pas m'empêcher de venir à bord. Là, ce sera de l'Heritage Discover lors du 2e et du 4e voyage où on sera et on découvrira ensemble les fjords secrets et les régions secrètes de ce parc national que, oui, Laureline a eu l'élégance de dire, je le répète, j'ai écrit le guide du parc national, je connais ce parc mieux que la Bourgogne, mieux que Paris, je le connais très bien, voilà, tout simplement. J'ai fait la carte du parc national, donc voilà, donc je me fais un devoir de vous accompagner, car je connais cet endroit très bien. Merci de votre attention. Merci Christian pour cette belle présentation du nord-est du Groenland et nous allons pouvoir poursuivre donc avec Christiane qui va nous parler un petit peu plus du côté un peu plus anthropologique avec les civilisations inuites de la côte est du Groenland.
Donc, Christiane, je te laisse la parole. Voilà. Donc, d'abord, bonjour à tous et je suis vraiment ravie de vous retrouver et heureuse de pouvoir vous présenter ces cultures de la côte Est, parce que là, on vient de voir de magnifiques photos. Ça, c'est ce qu'on va voir. Hein. Vraiment des paysages, des animaux, des choses fabuleuses, très difficiles à décrire tant qu'on ne les a pas vues, tant qu'on ne les a pas vécues. De mon côté, je vais vous emmener dans un autre voyage, toujours sur la côte Est, mais un voyage dans le temps, à la rencontre des différentes civilisations qui ont peuplé cette côte Est. Le Groenland, qui est une grande île, donc, n'est peuplé que depuis relativement peu de temps, 6 à 8 000 ans. Et plusieurs migrations se sont succédées sur ce territoire qui est en grande partie glacé, Christian vous l'a expliqué, et chacune de ces civilisations a apporté une culture, chacune de ces migrations a apporté une culture spécifique. Toutes, hormis celles des Vikings, étaient originaires d'Asie. Elles ont effectué un grand cheminement à travers le détroit de Bering, à travers l'Amérique du Nord et à travers pour arriver au Groenland. Ces cultures, elles ont perduré plus ou moins longtemps au Groenland et ce que je vous propose, c'est d'aller à la rencontre de celles les plus caractéristiques qui se sont établies sur la côte est du Groenland où nous allons voyager cet été avec vous, c'est certain. On peut noter une corrélation entre les migrations et les variations climatiques. Les migrations porteuses de cultures différentes pénétraient au Groenland à la faveur d'un réchauffement climatique, en rouge sur le graphique, et elles disparaissaient lors des refroidissements, en bleu sur le graphique. Il y a d'abord eu Indépendance 1, les Sakak, ensuite Indépendance 2, on a eu également les Dorset et les Vikings, mais les Dorset et les Vikings étaient sur la côte ouest, donc ce sera pour un autre webinaire. Et enfin, on a eu les Thuléens. Toutes ces migrations ont pénétré par le nord du Groenland, sur la côte ouest, à Ita. Elles se sont dirigées les unes vers l'est, à la poursuite des bœufs musqués, et les autres vers l'ouest, à la poursuite des caribous, en chassant les caribous. Chacune était porteuse de 3 impératifs, de 3 cultures spécifiques répondant à 3 impératifs: s'abriter avec un habitat varié, se nourrir en poursuivant différents gibiers, suivant la localisation, et disposer d'outils adaptés pour s'abriter, se nourrir et se protéger du froid. On va commencer par Indépendance 1. C'est une culture qui doit son nom au fjord Indépendance, qui a été découvert par Robert Peary le 4 juillet, qui est le jour de la fête nationale des États-Unis. Sur la côte est, la limite extrême de l'expansion vers le sud d'Indépendance 1 se situe autour de 75 degrés de latitude nord. C'est-à-dire, on va voir les restes d'Indépendance 1. On va se rendre dans ces grands fjords, on va se rendre sur ces plages où l'on verra des vestiges de ces civilisations pourtant très, très anciennes. Du fait de l'élévation du Groenland par un phénomène isostatique, un petit peu comme un énorme bouchon, on trouve les sites d'Indépendance 1 sur la côte est, sur des terrasses qui sont maintenant à 12 mètres au-dessus du niveau actuel de la mer. C'est assez extraordinaire de pouvoir parcourir ces terrasses en se disant que là, des gens ont vécu au bord de la mer, et nous, on est 12 mètres au-dessus. Les gens d'Indépendance 1 s'abritaient sous des tentes en peau de bœuf musqué, bien sûr, avec un passage médian qui était délimité par des pierres levées sur champ. Et le foyer central, par terre, bien sûr, était un foyer carré. Il y avait de part et d'autre de ce foyer un espace de couchage. Pour se nourrir et se protéger du froid, les gens d'Indépendance 1 chassaient le bœuf musqué
des petits mammifères terrestres et des oiseaux. Ils avaient des armes et des outils microlithiques en silex, ce qui leur a valu d'ailleurs le nom de gens du silex. Ils avaient des lances, des arcs, des flèches, mais pas de lampes, pas de bateaux, pas de traîneaux. Quand je dis lampes, ce sont des lampes à huile qui servaient à chauffer et à éclairer la tente. Vous imaginez, ou vous imaginerez, quand vous serez là-haut, vous imaginerez la vie de ces gens, la parcimonie dans ce contexte complètement démesuré. Viennent ensuite les Sakaks. Après avoir parcouru toute la côte occidentale du Groenland, les Sakaks ont progressé vers l'est jusque sur la côte nord du Scoresbysund. Le Scoresbysund, cet immense, plus grand fjord du monde que vous a présenté Christian il y a quelques instants. Et c'est la culture qui a duré le plus longtemps sur le Groenland, sur le sol du Groenland. Elle a duré près de 1600 années. Suivant la saison et le lieu, l'habitat variait. En hiver, dans le sud, c'est ce qu'on appelait les maisons longues, qui abritaient plusieurs familles. Elles avaient une charpente en bois de flottage, mais dans le nord, la région dans laquelle on se rendra, sur la côte est, ces maisons étaient semi-souterraines, en réseau, avec des passages communs qui les reliaient. En été, c'était simplement de simples tentes en peau, avec un foyer central en pierre, et de chaque côté, encore une fois, des bas-flancs et des en dalles de pierre. Les Sakaks, ils chassaient le caribou, les phoques, les oiseaux, ils pêchaient des poissons, mais ils ne chassaient pas les bœufs musqués. Les bœufs musqués se trouvaient au nord de Scoresbysund, donc beaucoup plus au nord de cette côte est. Comme outil, ils avaient des forêts archées pour faire du feu, et puis ils chassaient les phoques sur la banquise, donc des phoques au trou de respiration, ce qui fait qu'ils avaient de l'huile pour alimenter leurs lampes. Donc les lampes apparaissent avec la lumière et avec le chauffage. Bon, c'est un chauffage relatif, mais le chauffage. Leurs armes, ce sont des harpons, des arcs, des flèches qui rangent dans des carquois. Et pour confectionner ces armes, ils utilisent l'ardoise, l'agate, le quartz, l'ivoire, la corne, mais ils n'ont toujours ni bateau, ni traîneau, ce qui, bien sûr, limite l'accès au gibier. Vient ensuite Indépendance 2, près de 1000 ans après Indépendance 1. Les sites les plus importants se situent sur l'île de France, du nord, là, et dans la baie de Dove, donc sur cette côte est. C'est une culture qui est pauvre comparativement aux précédentes et elle a duré relativement peu de temps, environ 6 siècles. L'habitat, ce sont des tentes rudimentaires et encore une fois, on verra ces cercles de pierre qui révèlent les sites d'occupation, mais cette fois-ci, comme on est beaucoup plus tard, l'élévation du Groenland a poursuivi et on est maintenant à 5 mètres au-dessus du niveau du rivage. Le gibier, c'était essentiellement des bœufs musqués, des phoques, quelques phoques donc capturés au trou de respiration de la banquise. Comme je vous l'ai dit, c'était une culture relativement pauvre. Les outils étaient microlithiques. Le feu, cette fois-ci, il était à l'extérieur de la tente. Ils avaient perdu la technique, enfin l'usage de la lampe à huile. Ils n'avaient plus ni arc, ni flèche, et toujours pas de bateau, ni de traîneau. Donc une culture vraiment très sommaire, enfin très difficile, qui a duré relativement peu de temps. Après la disparition des gens d'Indépendance 2, aux environs de 200 avant notre ère, il est probable, peut-être,
là des recherches qui se poursuivent, mais il est probable qu'il n'y avait plus aucune présence humaine au Groenland. Quant aux Dorset, de 700 à 1300 de notre ère à peu près, comme ils ont occupé la côte ouest, je vous disais tout à l'heure, on verra sur un autre séminaire, sur un autre webinaire. Arrivent enfin les Thuléens. Les Thuléens, ils arrivent au XIIe siècle et eux, ils franchissent à leur tour le détroit de Smith, mais ils parcourent toute la côte, aussi bien toute la côte du Groenland, aussi bien par le nord que par le sud. Le long de la côte est, ils vont remonter un peu en dessous du fjord de Scoresbysul, et les sites seront concentrés, les sites thuléens de l'Est seront concentrés près du fjord du Roi Oscar, à 71 degrés de latitude nord, ou bien vers l'île Clavering, c'est la flèche qui est en haut, la flèche rouge qui est en haut, à environ 74 degrés de latitude nord. Les maisons thuléennes d'hiver sont en pierre et recouvertes de tourbe. La charpente, elle peut contenir du bois de flottage ou des os de baleine, puisque là, on a affaire à des chasseurs de mammifères marins. Et d'ailleurs, sur les croisières de la côte Est, on aura l'occasion de voir plusieurs vestiges de ces maisons. Il y a une photo là en bas à droite. Je pourrais vous expliquer un petit peu la façon de laquelle s'organisaient ces maisons, l'intérieur de ces maisons. Dans les murs, là, vous voyez, vous reconnaissez peut-être, vous, des flèches, là, ce sont des os de baleine. Ce sont des os de baleine qui sont utilisés pour la construction. Alors, ces maisons avaient un peu ce profil, donc un tunnel étroit, très bas, pour piéger le froid, avant de déboucher dans la pièce principale. Cette pièce principale, qui était unique, elle était chauffée par une lampe à huile de phoque à Culec, puisque cette fois, ces chasseurs, ces Thuléens, ont accès aux phoques et aux gibiers marins. Alors, je vous propose d'entrer dans une de ces maisons. Il faut faire attention, il faut se faufiler parce que le plafond est très bas. On attrape vite des bosses sur la tête. Donc, vous faites attention à votre tête, et voilà, on est avec deux chasseurs qui reviennent de la chasse avec des phoques. Ils sont bien sûr accueillis avec de la joie, puisque c'est de la nourriture qu'ils rapportent, et ils vont raconter leur chasse. Ça, c'est vraiment typique des Inuits, encore maintenant. Hein. Si on en rencontre, il y a de fortes chances qu'ils vous racontent leur chasse, ils vous racontent leur voyage, ils vont vous dire où, ils vont vous dire comment, ils vont vous dire avec qui, ils vont vous dire comment ils ont fait, ils vont mimer, etc. Donc, voilà nos chasseurs qui reviennent dans la maison, dans la pièce principale de la maison. À gauche de cette maison, vous avez l'espace qui est réservé à la maîtresse de maison. Elle est assise, vous voyez, avec un enfant dans son capuchon, puisque le costume comporte une grande capuche dans laquelle, j'allais dire le nouveau-né, l'enfant reste quand même pendant encore un certain temps. Hein. Ce vêtement, cette capuche, on l'appelle la manque, et ce vêtement existe toujours. Vous rencontrerez des Inuits, des femmes Inuits avec leur grande veste, en quelque sorte, avec cette grande capuche, et peut-être verrez-vous des nouveau-nés dans la capuche. Alors, elle est assise donc près de sa lampe, et de temps en temps, elle se penche en avant pour arranger la mèche, de façon à maintenir le feu dans cette lampe à huile de phoque. Au-dessus de la lampe, il y a un séchoir. Vous apercevez ces lattes en bois. Donc, il y a un séchoir qui est suspendu au plafond et il est chargé des anoraks en fourrure. Il y a les bottes en peau, qu'on appelle les kamiks, des moufles. Tout ça est en train de sécher parce que les chasseurs reviennent avec des vêtements qui auront peut-être de la neige, qui auront peut-être été mouillés. Près de la lampe, il y a des morceaux de viande, quelques poissons pêchés sous la banquise, et puis le goût, le couteau de la maîtresse de maison. Ça, bon, peut-être qu'on ne vous imposera pas les morceaux de viande et les poissons séchés, mais bon, on aura l'occasion de rencontrer des familles.
Le bas-flanc fait office de siège, de table, de couchette. Il est recouvert avec des peaux de caribou. Et en dessous, on range les vêtements de fourrure quand ils sont bien secs. Quand ils sont bien secs, parce que sous ce bas-flanc, il fait frais, il fait froid, et ça permet de garder les fourrures intactes, puisque les fourrures ne sont pas tannées, mais simplement apprêtées. Donc, il faut en prendre grand soin. Sous le bas-flanc, si vous regardez bien, mon dessin n'est peut-être pas évident, mais sous le bas-flanc, il y a les chiens, une chienne accroupie, assoupie plutôt. Les chiens, généralement, ils ne sont pas admis dans l'habitation, sauf la chienne quand elle va mettre bas, ou bien les petits chiots pour les socialiser, et d'ailleurs, à ce moment-là, ils sont confiés aux enfants. Les autres chiens, bien sûr, restent dehors. Sur les murs, il y a des pots de phoque qui assurent l'isolation. Et puis, bon, c'est plus coquet d'avoir des murs tapissés. Il y a également des pots qui sont roulés, des pots en réserve pour un usage ultérieur. Quand donc là on ressort, il fait très froid, c'est l'hiver, enfin c'est l'hiver, c'est le printemps puisqu'il y a encore de la lumière, il y a déjà de la lumière. Hein. Donc quand les Thuléens se déplaçaient, ils construisaient des maisons de neige qu'on appelle des igloos. En été, dans les camps d'été, les Thuléens dressaient des tentes. Je dis dressait, mais ça existe toujours. Peut-être rencontrera-t-on des camps de chasse d'été avec les tentes. Et parce que, bon, il faut faire des provisions pendant l'été. Et la subsistance, elle dépend fortement des réserves qu'on va faire pendant l'été, qu'on va stocker dans des caches à viande pour protéger la communauté de la famine jusqu'à la fin de l'hiver. Et faute de ressources, d'ailleurs, les anciens territoires de chasse étaient abandonnés et de nouveaux établissements étaient créés ailleurs. Les Thuléens, ce sont d'habiles chasseurs de gros mammifères marins comme des baleines, des morses, des narvals, des ours. Alors, si on ne voit plus trop de Thuléens, je peux vous assurer qu'on verra des baleines, des ours, des narvals peut-être pas. Christian vous disait ils sont un petit peu timides, un petit peu craintifs, mais des ours, des baleines, c'est sûr. Et si la chasse aux phoques dans ces communautés était et est d'ailleurs encore une chasse individuelle qui joue un rôle majeur pour ces communautés, la chasse à la baleine était une activité collective impliquant une mise en commun de stratégies ancestrales. Tout ça dans la droite ligne des valeurs de ces Inuits qui sont le partage et l'entraide. Les Thuléens, ils apportent des équipements nouveaux, des kayaks qui sont équipés, construits par les chasseurs, qui les construisent à leur propre mesure, des harpons en propulseur, des lignes avec des flotteurs, des oumiaks. Oumiaks, on en verra sans doute en musée, parce que ce n'est plus utilisé. C'était des bateaux, des grands canots en peau qui servaient à aller d'un camp à l'autre et qui étaient propulsés, si je puis dire, le terme est un petit peu exagéré, mais c'était les femmes qui ramaient et les hommes, ils se promenaient avec leur kayak à côté. Un personnage central de la communauté, c'est l'Angakok. Les Thuléens ont une conception animiste de l'univers. Pour eux, il y a un continuum entre l'environnement, les animaux et les humains. Il y a aussi Silla, qui c'est une notion un petit peu difficile à définir. C'est l'environnement, c'est le temps, c'est l'existence. Il y a Senna, là c'est beaucoup plus simple. Senna, c'est la maîtresse des animaux marins. Et si vous venez avec nous sur le bateau cet été, je vous raconterai l'histoire de Senna. C'est une sacrée histoire. Et puis il y a des Tupilak, en fait, pour conjurer la peur de la nuit polaire, la peur du manque de nourriture, la peur, c'est des populations, des êtres qui vivaient
dans de la parcimonie et une incertitude quand même constante. Hein. Donc, pour conjurer la peur de tous ces dangers et réguler également l'ordre social, les Thuléens avaient toute une série d'interdits, d'injonctions, des amulettes et ces fameux tripulaques qui sont des créatures à éviter absolument. Alors là, puisque on est au bout on a vu la dernière migration qui est arrivée sur la côte est du Groenland, je vais vous raconter une petite histoire concernant justement ces cultures sur l'est du Groenland. C'est celle qui est arrivée au capitaine Douglas Clavering en 1823. Clavering menait une expédition, une mission scientifique sur l'est du Groenland et un de ses marins a aperçu des hommes sur cette côte qui était considérée jusqu'alors comme complètement déserte et inhabitée, considérée par les Européens évidemment comme déserte et les Occidentaux comme déserte et inhabitée. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Eh bien, il a mis une chaloupe à l'eau, il a débarqué sur la plage. Là, vous voyez une île qui maintenant porte son nom. Tous les petits points noirs, c'était des implantations thuléennes. Hein. Donc, il met sa chaloupe à l'eau, il va sur la plage et à quelques mètres du rivage, il trouve une petite tente recouverte de peaux de phoque. Mais il n'y a personne à l'intérieur. Ses occupants qui étaient effarouchés en voyant le bateau, ils s'étaient réfugiés à proximité sur des gros rochers. Alors, Clavering, accompagné de ses officiers, c'est ni Clavering ni l'officier, hein, ce sont des Thuléens que je vous ai mis pour illustrer. Donc, Clavering part avec un de ses officiers, il s'approche jusqu'au pied des rochers, il dépose quelques petits cadeaux, hein, des petits objets, une paire de gants, un miroir, et puis il recule. Aussitôt, les autochtones, ils ont pris les objets et ils sont remontés aussi rapidement sur leur rocher. Alors, Clavering s'est rapproché encore un peu, il a voulu leur serrer la main pour montrer sa bonne volonté, mais ça les a complètement effrayés parce qu'ils ne comprenaient pas du tout ce que c'était que ce geste, serrer la main, qu'est-ce que c'est que cette histoire. Alors, Clavering les a suivis jusque vers leur tente, et à côté, il y avait un petit kayak recouvert de peaux de phoque. Un kayak comme ceux, d'ailleurs, qui avaient été décrits un siècle auparavant sur la côte ouest par Krantz et Egede. Il y avait des harpons, il y avait des lances avec des manches en bois, des pointes en os, en fer, qui étaient posées à côté du kayak. Après 2 jours d'approche, après deux jours, oui, d'efforts de Clavering pour entrer en communication, en contact avec le groupe, il réussit à gagner la confiance de ces inconnus. Mais ils ont été complètement stupéfaits, vous voyez, moi j'en perds même mon vocabulaire, complètement stupéfaits en voyant un marin tuer un phoque au fusil, à distance. C'était la première fois en plus qu'ils entendaient un coup de feu. Alors, il y en a un qui était peut-être un petit peu plus brave que les autres, il a voulu essayer à son tour. Mais quand il a tiré, c'était pas des armes qu'on emporte pour vous protéger, hein. C'était vraiment de la grosse artillerie. Il a tiré et il a été tellement effrayé par le recul de l'arme qu'il a couru se cacher dans la tente. Et le lendemain matin, quand Clavering est revenu, ils avaient tous disparu. Ils avaient abandonné la tente et tout leur matériel. Et depuis ce 24 août 1823, on n'a plus revu d'habitants sur cette partie de la culture est, de la côte est du Groenland. On peut imaginer que le dépeuplement de la côte est au XIXe siècle est sans doute dû à l'effondrement de l'économie de subsistance et à l'épuisement des ressources synégétiques qui ont entraîné des épisodes répétés de famines dévastatrices, des famines fabuleuses puisqu'il n'y a plus personne.
Il n'y a plus personne. Je vous remercie, mais je pense que Pierre va prendre la suite pour vous dire qu'il y a encore des gens différents. Voilà, je vous remercie. Merci Christiane pour cette belle présentation. Et puis oui, Pierre, bah, écoute, je te laisse poursuivre. Merci. Effectivement, Christiane, je vais prendre la suite historique. Je vais vous parler de la communauté d'Itorortormit. Comme l'a dit Christian, c'est la porte d'entrée du parc national et c'est aussi une communauté qui mérite certains superlatifs. C'est en tout cas la communauté la plus isolée du Groenland. Alors, on va le voir peut-être sur la présentation quand elle va s'afficher. Voilà. Voilà, donc Itorortormit, ici, c'est très récent cette photo. Je l'ai prise au mois de novembre dernier. La mer n'avait pas encore gelé. Voilà une vue. Alors vous voyez que ce nom Itorortormit, j'y reviendrai pour donner sa signification. Si vous regardez cette carte du Groenland, vous voyez où est situé Itorortormit. C'est à peu près à la même latitude que c'est entre Ilulissat et Uummannaq sur la côte ouest, 70 degrés de latitude nord. Et surtout, regardez l'isolement. C'est-à-dire que la communauté la plus proche, c'est celle de Tassililaq, qui est située sur la côte est, plus au sud. C'est à 850 km. Et si on va vers la côte ouest, c'est en traversant l'Inland 6 du Groenland, là, il y a 1100 km. Donc oui, ça mérite ce superlatif de communauté la plus isolée du Groenland. Maintenant, on va se demander pourquoi y a-t-il eu la fondation de cette communauté aussi loin et dans un lieu aussi difficile d'accès. Alors, voilà une carte qui explique bien. Christian en a parlé, il a parlé de la banquise qui vient du bassin arctique, pris dans le grand courant qui va du nord vers le sud, le long des côtes du Groenland à l'est. Et vous voyez cette carte, elle est très récente, c'est la dernière carte des glaces fournie par l'Institut météorologique danois, qui montre l'extension actuelle de la banquise. Alors regardez bien la carte, en gris le long des côtes, c'est ce qu'on appelle la banquise côtière, la banquise saisonnière, et en rouge, c'est la banquise dérivante. Donc elle vient du bassin polaire et elle descend jusqu'au sud du Groenland. Donc voilà une carte actuelle. Et vous voyez qu'Itorortormit est bien isolé puisqu'il y a environ 100 km de banquise dérivante qui interdisent actuellement son accès. Et vous voyez que Tassililaq est aussi isolé par les glaces. Donc la banquise est la raison pour laquelle cette côte a été si peu visitée, totalement inaccessible. La première expédition qui a réussi à rentrer en contact avec les Thuléens qui restaient sur la côte est, c'est celle de Gustav Holm, et il a fallu attendre 1884. Alors, Christiane l'a dit, c'était les bateaux qui étaient les rameuses, c'était donc les femmes, et en danois on dit la Könebats-expédition, c'est-à-dire l'expédition des bateaux des femmes, puisque cette banquise était infranchissable pour les voiliers qui voulaient venir par exemple d'Islande, eh bien Gustav Holm a utilisé une autre technique. Il a remonté toute la côte depuis le sud du Groenland, toute la côte est, entre la côte et la banquise dérivante. C'est-à-dire il suivait le trait de côte et là il y avait quelques mètres d'eau libre pour pouvoir remonter. Et on voit son expédition, on voit des kayaks bien sûr, mais on voit l'Umiaq dont appelait Christiane, avec Gustav Holm qui se tient sur un de ces Umiaq. Et il va rentrer en contact avec des Inuits qui vont être très surpris de rencontrer ces premiers Européens. Et ces Inuits, c'est un lieu, il leur a demandé où sommes-nous ? Nous sommes à Angmasalik, c'est-à-dire l'endroit où il y a des Ammassats. Ce sont des Ammassalimuit. C'est le groupe Inuit, le dernier groupe Inuit à être entré en contact avec des Européens, et on est en 1884, donc c'est extrêmement récent. Alors, pourquoi est-ce que je vous montre ceci ? C'est parce que ce sont ces Ammassalimuit qui vont être les colons, c'est-à-dire les premiers habitants d'Itorortormit,
mais on va voir pour quelles raisons ils sont montés 850 km plus au nord. La raison, elle est historique, puisque en 1892, l'explorateur américain Robert Peary traverse le nord du Groenland et découvre une terre. Alors lui, il la décrit comme telle, il dit c'est une terre qui n'est pas rattachée au Groenland, et donc j'en revendique au nom des États-Unis, ce sera une terre américaine. On l'appelle la terre de Peary. Ça n'est pas du tout du goût des Danois, qui comptent sur l'intégrité du Groenland, et l'explorateur danois Ludvig Mylius Eriksen monte une expédition en 1906-1907 pour explorer le nord-est du Groenland, qui est inconnu, hein, on n'a aucune carte de cette région, aller jusqu'à la terre de Peary et voir si vraiment c'est une terre à part ou bien si c'est rattaché au Groenland. Il part avec le Groenlandais Jørgen Brøndlund et ils disparaissent. On n'a plus de nouvelles d'eux. La suite, c'est Einar Mikkelsen. Alors Einar Mikkelsen, c'est une figure, c'est un des grands explorateurs de l'Arctique. C'est un Danois, il est né en 1880. Il a d'abord fait carrière dans la marine marchande et puis à l'âge de 20 ans, alors qu'il était au large des îles Kerguelen, il aperçoit des icebergs et ça décide de sa vocation polaire. Il va mener différentes expéditions polaires, une remarquable avec Amundrup. Pensez qu'avec un canot à rame, il a exploré la côte est du Groenland, du Cap Dalton jusqu'à Ammassalik, tout ça dans un canot à rame pour cartographier toute la côte. Donc il connaît très bien le Groenland et il décide, lui, d'aller à la recherche de Mylius Eriksen. C'est l'expédition de l'Alabama qui démarre en 1909. Et là, avec un compagnon, Mikkelsen et son compagnon partent vers le nord à la recherche de Mylius Eriksen. S'il est décédé, ils pensent raisonnablement qu'il y a des cairns qui doivent contenir un journal de bord, des éléments permettant de savoir ce qu'il a découvert. Cette expédition de Mylius Eriksen avait été un succès dans le sens où il avait été jusqu'à la terre de Peary. Il avait, d'après lui, vu une péninsule et non pas une terre à part entière. Et au passage, regardez tout ce que Mylius Eriksen a pu explorer, tous les noms que vous voyez, la terre d'Amundrup, la terre de Holm, la terre du roi Christian, tous ces noms, tout ça a été exploré par Mylius Eriksen et Brøndlund. Et derrière, Einar Mikkelsen va refaire le même trajet et il va un jour enfin découvrir un cairn qui contient le journal de bord, le précieux journal de bord de Mylius Eriksen. Sauf que son expédition tourne mal, Mylius Eriksen est mort, Brøndlund est mort aussi, et Einar Mikkelsen, il est dans un état, ils sont affamés tous les deux, ils n'ont plus de chien de traîneau, ils ont dû manger leur dernier chien, et lorsqu'ils retournent à l'île Shannon, où les attendait leur bateau, eh bien catastrophe, leur bateau a coulé, brisé par la glace, et Einar Mikkelsen va devoir hiverner dans une cabane avec son compagnon, alors que tout le monde les croit morts. Cette photo, où l'on voit Einar Mikkelsen qui a les yeux exorbités, eh bien en fait, à la fin de leur deuxième hivernage, on est en 1912, un bateau, par chance, passe et les récupère. Ils sont à moitié fous. Et cette expédition de l'Alabama, de 1909 à 1912, est un des grands moments d'exploration de l'Arctique. Il a écrit un livre qui s'appelle Perdu dans l'Arctique et récemment, en 2022, un film est sorti que vous avez peut-être vu. En tout cas, il faut lire le livre et peut-être voir le film avant d'aller Thor-Hortormit parce que vous allez comprendre que cet homme incroyable, cet explorateur, c'est le fondateur de cette ville d'Thor-Hortormit. À peine rentré de son voyage, et la question de la terre de Peary est réglée, mais une autre question reste en plan, c'est la demande de la Norvège. La Norvège, tous les petits points rouges que vous voyez sur la côte, ce sont des trappeurs, les trappeurs dont nous a parlé Christian. Et ils sont installés là depuis plusieurs années,
et la Norvège revendique tout le nord-est du Groenland. C'est un conflit, on parle du cas de l'est du Groenland, qui ne sera réglé qu'en 1933. Et donc, Einar Mikkelsen a une idée, il reprend une idée d'ailleurs, il dit, mais si l'on a un établissement, c'est-à-dire si l'on crée une communauté sur cette côte nord-est, eh bien, les velléités, les revendications norvégiennes ne tiendront pas et toute cette partie sera attribuée au Danemark. Et donc, il décide d'envoyer un bateau avec des hommes là-bas, au Scoresbysund, pour voir si l'on peut créer une colonie de toutes pièces. Il envoie son bateau et malheureusement, après quelques mois, plus de nouvelles de l'expédition. Il y avait un radiotélégraphiste qui devait envoyer des nouvelles régulièrement à Copenhague. Plus de nouvelles, on est très inquiet. Voilà le bateau, une image du bateau avec la banquise, et on a du mal à reconnaître Hithor-Hortormit. En fait, aujourd'hui, toutes les maisons sont construites sur ce promontoire. Et c'est un homme qui va résoudre cette énigme. Cet homme, vous le connaissez, c'est l'explorateur français Jean-Baptiste Charcot. Vous voyez le dessin derrière de son fameux 3-mâts, le Pourquoi pas. Il est en mission océanographique dans l'Atlantique Nord, entre l'Islande et Jan Mayen. Il entend ce message de Copenhague qui dit « Nous sommes sans nouvelles de la mission envoyée au Scoresbysund » et il décide d'aller au Scoresbysund. Il n'a jamais traversé les glaces à cet endroit. Il va réussir à traverser la banquise, il va réussir à rejoindre l'entrée du Scoresbysund, et là, il découvre des hommes en bonne santé. La seule chose, c'est que le radiotélégraphiste qui devait envoyer les nouvelles est décédé, et donc ils étaient incapables d'envoyer des nouvelles à Copenhague. Donc, immédiatement, Charcot prévient, grâce à la radio du Pourquoi pas, prévient Copenhague et leur dit, ben voilà, la mission, mis à part le décès du radiotélégraphiste, c'est un succès, et donc on peut implanter une colonie au Scoresbysund. C'est le signal qu'attendait Einar Mikkelsen, et il va demander à Massalik des volontaires pour aller peupler cette nouvelle colonie. Et cela tombe plutôt bien, et ça c'est le deuxième aspect. Si le premier aspect était politique, puisque il fallait occuper le terrain, une communauté pour contrer les revendications norvégiennes, la deuxième c'est qu'à Ammassalik, depuis la découverte par Gustav Holm, la population a fortement augmenté et les territoires de chasse, eux, n'étant pas extensibles, il n'y a plus assez de ressources synégétiques pour toute la population. Et donc, la proposition d'Einar Mikkelsen est très bien accueillie et il y a plusieurs familles qui se portent volontaires pour aller coloniser loin au nord, à 850 km au nord. Alors, ils sont courageux parce que quitter un territoire que l'on connaît depuis l'enfance, où on a ses repères, où l'on sait où trouver les ressources animales à telle saison, partir à l'aventure, c'est extrêmement courageux de leur part. Il y a là 70 Ammassalignut, il y a aussi une famille qui vient de l'ouest du Groenland. Et là, vous voyez tous à bord des grandes familles, beaucoup d'enfants et 14 chasseurs. Ils vont débarquer et là, les Danois leur ont construit des maisons en bois. Christian vous a bien expliqué comment vivaient les Thuléens, et c'était le cas à Massalik, c'est-à-dire que l'été, on vivait sous des tentes en peau, et l'hiver, dans des maisons semi-enterrées. C'était toujours le cas à cette époque, en 1925. Lorsqu'ils aperçoivent ces grandes maisons en bois, ils sont très étonnés, et voilà, leur cri du cœur, c'est de s'exclamer « Hithor-Hortormit », et donc je donne la traduction, « Hithir-Hortormit », Hithir c'est la maison, Hortork c'est grand ou gros, Mit les habitants de, et donc ça signifie ceux de la grande maison, c'est-à-dire les maisons construites par les Danois. Donc voilà l'origine du nom qui est toujours assez imprononçable et un peu barbare de cette communauté. L'endroit est giboyeux. Il y a à l'entrée du Scoresbysund une polynie, c'est-à-dire une ouverture non linéaire dans la banquise, saisonnière, où les oiseaux abondent, mais surtout, il y a quantité de phoques, c'est un lieu d'eau libre. Et là, sur le premier hiver, les 14 chasseurs capturent, vous le voyez,
1000 phoques, 115 ours, 8 narvals, 71 renards. Donc le pari d'Einar Mikkelsen est gagné puisqu'il y a abondance de gibier, abondance de vie animale, et cette communauté va pouvoir prospérer, ce qu'elle a fait dans les années qui suivent. Mais n'oublions pas le commandant Charcot, qui, dès 1926, retourne au Scoresbysoun. Il s'est vraiment pris d'amitié pour ses colons. À son bord, il emmène Einar Mikkelsen et il reviendra 6 fois au Scoresbysoun, à chaque fois avec de grandes difficultés pour traverser la banquise. Mais néanmoins, il a laissé une très bonne image de lui. Il était médecin et quand il venait dans cette communauté, eh bien, il soignait les gens. Ils étaient accueillis à bord. Et voilà, ils aimaient beaucoup le commandant Charcot et son grand navire. Naturellement, en 1932-33, pour la deuxième année polaire internationale, eh bien, c'est le commandant Charcot qui va emmener une partie de l'expédition française au Scoresbysoun. Et là, pendant une année, eh bien, une équipe de marins français, que l'on voit ici à l'image, eh bien, va étudier dans différentes sciences physiques de la Terre, là aussi en laissant quelques souvenirs aux habitants d'Itor-Hortormit. Alors aujourd'hui, lorsque l'on débarque en bateau, en été, dans cette communauté, eh bien, que reste-t-il de ce glorieux passé, de ce riche passé de cette communauté? Lorsqu'on débarque, vous avez un muséum, un petit musée, qui a été entièrement refait à neuf pour les 100 ans, pour le centenaire de la communauté, puisqu'elle a été fondée en 1925, et donc l'automne dernier, donc en 2025, il y a eu de grandes festivités, et notamment, on a refait l'intérieur du musée. Vous pourrez y découvrir notamment, il y a un kayak, il y a tout l'armement pour la pêche, pour la chasse. Et puis, ce qui est innovant, à l'étage, vous verrez une salle dans laquelle on vous présente les personnalités actuelles. En fait, un musée, ce n'est pas forcément tourné vers le passé, mais il y a la biographie de tous les personnages importants actuels de la communauté d'Itor-Hortormit. À côté, vous avez l'église, dont la cloche vient d'un bâtiment français, un navire français qui avait coulé au Danemark, et donc on a récupéré sa cloche et elle est ici au Groenland. Un très bel intérieur qui rappelle une nef de navire retourné. À côté, vous avez un atelier qui s'appelle Majorjark. C'est une excellente initiative, elle existe dans tout le Groenland. En fait, ce sont les jeunes qui sont en échec scolaire que l'on dirige vers ces ateliers où là, ils apprennent à travailler avec des machines-outils ou autres. Ils apprennent à fabriquer des tambours, des masques et autres artisanats. Et puis, bien sûr, l'incontournable, le buste d'Einar Mikkelsen avec l'inscription en groenlandais, le fondateur de la communauté. Et vous comprenez mieux aujourd'hui qu'on ne peut pas aller par hasard à Itor-Hortormit, c'est un bout du monde, c'est une opportunité, une chance incroyable de pouvoir y aller. Et aller devant le buste, eh bien, ayez une pensée pour cet explorateur hors norme que fut Einar Mikkelsen. Il y a aussi un mémorial à la mémoire donc, de l'explorateur français Jean-Baptiste Charcot et de ses compagnons. Là encore, une grande page d'histoire, puisque Pourquoi pas a fait naufrage en 1936. Et la communauté a été très émue au moment de mettre ces plaques ici à Itor-Hortormit, tant le commandant Charcot avait laissé un bon souvenir. Et puis, il y a d'autres points d'intérêt à Itor-Hortormit. Si vous grimpez sur un des sommets de la communauté, il y a une station météo où tous les jours, on lâche des balançons. Donc, la science est présente. On pourra vous parler notamment des mesures. Grâce à ces mesures, on sait que sur les 30 dernières années, la température a augmenté de 2,5 degrés. Le changement climatique, c'est vraiment une réalité ici au Groenland, particulièrement marquée. Et puis, on voit des chiens de traîneau, ça, il y en a partout. Des traîneaux que vous ne verrez nulle part ailleurs, c'est des traîneaux de la côte est du Groenland, ce qu'on appelle le type Nansen, très aérien, très léger, adapté au terrain. Vous verrez bien sûr des chiots, eux sont en liberté. Et puis, vous verrez, parce que c'est un village de chasseurs, vous verrez des pots de bœufs musqués tous les ans. Tous les habitants partent à la chasse. Et puis en hiver, eh bien, sur la banquise, il y en a qui collectionnent les trophées d'ours polaires. C'est une communauté de chasseurs
qui a prospéré grâce à la chasse, qui l'est encore. Et je terminerai par cette image. J'ai eu la chance d'y être donc au mois de novembre dernier. Le paysage depuis la communauté, parce que ce n'est pas simplement la communauté que l'on visite, mais ce que l'on voit depuis la communauté est tout simplement grandiose. Et je terminerai sur cette image qui nous annonce déjà les aurores polaires que j'ai pu voir en ce mois de novembre 2025. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup, Pierre, pour cette belle présentation, pour ce saut dans le temps et pour nous mettre les premiers pieds donc, dans cette communauté isolée dont je tairai le nom, hein, parce que je ne le dirai jamais aussi bien que toi. Puisqu'il n'y a pas pour l'instant de questions, il faut dire que vos 3 présentations ont été très complémentaires et très complètes. Je vais poursuivre un petit temps sur les voyages que nous pouvons vous proposer pour découvrir donc le nord-est du Groenland et son parc national. Alors, ça ne vous aura sûrement pas passé inaperçu, hein. Nous avons annoncé il y a quelques jours ce nouveau bateau, l'Heritage Discoverer, qui vient remplacer donc notre bateau qui était notre bateau amiral, hein, l'Ocean Nova. Dont nous avons profité de la vente puisque, vous le savez, hein, c'était un bateau qui était connu jusqu'à cette la fin d'année 2025 sous le nom de Exploris One, appartenant à la compagnie Exploris. Un bateau donc qui a été revendu et dont nous avons pu saisir l'opportunité pour vous proposer dès cette année des voyages à son bord. Alors, c'est un bateau qui est tout à fait exceptionnel. Un bateau construit en Finlande, qui a été dès le départ, hein, construit pour naviguer dans les régions polaires, et puis qui a été exploité par différentes compagnies, donc racheté en 2023 par Exploris, comme je le disais, et qui a été donc totalement réaménagé pour votre plus grand confort. Donc c'est un grand bateau, 108 mètres de long, 16 mètres de large. Et à son bord, donc, on compte un grand nombre de cabines, 60 cabines, 12 suites. Alors, nous avons fait le choix, chez Grands Espaces, de réduire le nombre de passagers pour toujours rester fidèle à notre philosophie, hein, d'avoir des bateaux de petite capacité afin de pouvoir découvrir des lieux que d'autres bateaux plus grands ne peuvent pas découvrir. Donc, nous avons réduit sa capacité à 98 passagers, avec donc pour vous accompagner 11 guides. Nous pourrons naviguer donc pour des excursions sur 10 zodiacs et donc à son bord bien des installations qui vont vous permettre de profiter d'un grand confort au retour donc des expéditions, puisque donc c'est un bateau qui dispose de 5 ponts. Et sur ces 5 ponts, de nombreux espaces communs, dont une salle de sport, un espace bien-être, une boutique, des bars, le restaurant évidemment, 2 salons d'observation et puis une large salle de conférence. Donc vraiment un bateau avec plusieurs espaces communs pour vous accueillir, et puis avec un confort réellement haut de gamme, hein, comme rarement nous avons pu vous proposer. C'est vraiment un bateau d'une grande qualité et que nous sommes fiers donc de pouvoir vous proposer dès 2026. Alors, nous ferons une conférence, hein, vraiment complète pour vous présenter ce bateau, parce que je pense qu'il peut y avoir de nombreuses questions. Ici, ce soir, c'était un webinaire dédié aux régions que nous visitons, mais nous ferons donc un webinaire plus complet pour vous présenter voilà, le bateau, ses intérieurs. Ici, donc les cabines, nous avons 9 catégories de cabines, hein, de la cabine premium jusqu'à la suite de l'armateur, avec de larges ponts extérieurs pour vous accueillir. Vraiment, ce sont de très grandes cabines. La première catégorie, hein, catégorie premium, ce sont déjà de grandes cabines avec 2 hublots, puis après on passe à des sabords de 80 sur 80, donc c'est vraiment des cabines très agréables. Et puis donc, à bord de ce bateau, nous vous proposons cette année 4 expéditions.
dont 3 sur la côte nord-est du Groenland. Et donc, cette première expédition, il s'agit donc de l'éclipse solaire à vivre donc dans le nord-est du Groenland, donc un voyage vraiment exceptionnel, puisqu'il va nous permettre d'assister à un phénomène rarissime, une éclipse totale du Soleil, dans ce qui est, hein, comme vous l'avez entendu, l'un des plus beaux, sans doute, paysages de l'Arctique. Donc, une opportunité absolument unique qui aura lieu, donc, l'éclipse, hein, le 12 août 2026. Et donc, nous serons vraiment idéalement positionnés sur la meilleure zone d'observation pour vivre ce moment réellement hors du temps. Mais ce voyage, c'est évidemment pas qu'une éclipse, hein. Cette éclipse aura lieu le 12 août, mais c'est un voyage qui a lieu donc du 6 au 15 août, donc 10 jours. Et donc, le reste du temps, nous aurons le temps de découvrir les paysages absolument fabuleux, comme vous avez pu l'entendre, du nord-est du Groenland et plus spécifiquement donc du Scoresbysund. Et puis, nous atteindrons l'entrée du Scoresbysund avec la fameuse communauté dont vous a parlé Pierre, d'Itokotormit. Alors voilà, je le fais à ma sauce, la prononciation. Voilà, donc un voyage absolument exceptionnel à bord de ce bateau. Et donc, poursuivre donc un autre voyage dans le parc national du nord-est du Groenland avec un itinéraire différent cette fois, puisque nous partirons d'Islande pour aller jusqu'au Spitzberg pour découvrir donc une grande partie de la côte de ce parc national du nord-est du Groenland. Donc, comme vous l'avez entendu, l'un des endroits les plus impressionnants, sans doute, de la couronne arctique, avec aussi la découverte donc d'Itokotormit, sans doute la banquise, et puis y rencontrer donc toute la faune polaire qu'on peut rencontrer dans ces zones, et comme Christian vous l'a présenté au début de ce webinaire. Alors justement, comme vous l'a dit Christian, il sera présent à bord du bateau de l'Heritage Discoverer pour cette date du 14 au 25 août. Et puis, il sera accompagné d'invités exceptionnels. Vous avez peut-être eu la chance de suivre nos derniers webinaires. Un des derniers webinaires qui était consacré à la géopolitique du Groenland, dont l'actualité se fait entendre en ce moment. Et donc, nous avons reçu en conférence en ligne Vitus Kujukitsok, qui est l'une des figures politiques majeures du Groenland, avec une longue expérience dans l'administration et les affaires publiques, et qui nous fera l'honneur d'être à bord de ce voyage. Alors, il faut savoir que Vitus, c'est un des fervents défenseurs de l'indépendance du Groenland. Il a d'ailleurs fondé son propre parti indépendantiste. Et puis, en parallèle, il a occupé des postes très importants auprès de plusieurs ministres avant de devenir lui-même ministre entre 2013 et 2021. Et puis, au-delà de la politique, c'est quelqu'un de très ancré dans son territoire, avec un parcours assez atypique. C'est lui, par exemple, pour l'anecdote, qui est à l'origine du club de taekwondo le plus au nord du monde. Donc voilà, il sera à bord pour vous livrer son aperçu, sa vision du Groenland en tant que Groenlandais lui-même. Et c'est un honneur de l'avoir à bord. À bord également sur ce voyage, Florian Ledoux, dont nous avons eu la chance de recevoir aussi lors d'une conférence en ligne. C'était au mois de janvier. Vous pourrez retrouver toutes ces conférences sur notre chaîne YouTube. Florian, lui, est un vidéaste et photographe reconnu dans le milieu polaire, qui fait de magnifiques photos et qui a à son actif donc de très belles images pour des films. Un film qui va sortir très prochainement, dont nous vous communiquerons la date de sortie, et qui a fait plusieurs belles images aussi pour le film Polar Bear de Disney. Donc vraiment un honneur également de l'avoir à bord avec nous. Et puis un dernier voyage à bord de l'Heritage Discoverer,
ici, qui part du Spitzberg pour aller jusqu'en Islande, en longeant également la côte. Mais alors, c'est à cette époque, hein, en septembre, une région qui est habituellement vraiment difficile d'accès et qui ne s'ouvre au niveau de la banquise que pendant une courte fenêtre. Et c'est à cette période-là que lorsque la banquise se retire, que nous irons pour une découverte vraiment profonde des glaces. Donc une navigation dans les glaces, puisque nous partirons donc du Spitzberg pour là vraiment toucher l'extrême nord-est du Groenland. Il n'y a finalement que 700 km entre le Groenland et le Spitzberg, donc de nombreuses heures de navigation, mais nous ferons de la navigation de nuit et puis nous arriverons dans cette mer de glace. Et puis nous découvrirons donc des zones vraiment fantastiques de l'extrême nord-est avec l'île de France, les terres les plus secrètes du Nord, avec les terres de Germania, les îles de Norvège. Voilà, c'est vraiment une expédition pour découvrir également l'extrême nord-est du Groenland et donc un petit peu plus longue de 14 jours. Donc vraiment 3 belles expéditions à la découverte du nord-est du Groenland à bord de l'Heritage Discoverer. Et puis, nous avons également des voyages, quelques places qui nous restent sur le Grand Explorer, notre yacht polaire, celui-là de 12 passagers que vous connaissez peut-être, dont que Grands Espaces a récemment acquis, hein, dont nous sommes aujourd'hui l'armateur. Donc, c'est qui nous permet de gérer à bord notre équipage et de vous proposer un service toujours plus premium. Donc pareil, hein, c'est un yacht polaire qui est de classe A1, donc qui est reconnu pour sa grande maniabilité et qui est vraiment fait pour naviguer dans les glaces. Il est vraiment très confortable puisqu'il a été réaménagé lui aussi très récemment, entre 2020 et 2021. Et puis donc vous offre un niveau de confort et de service élevé, rendu possible par des espaces généreux, un grand salon panoramique, où nous pouvons nous retrouver pour la détente ou pour écouter les conférences, une partie donc restaurant et puis de belles cabines aussi pour vous accueillir voilà, le soir. Donc quelques photos, hein, de l'Explorer que vous connaissez donc peut-être un peu plus. Voilà pour les expéditions et donc 2 expéditions à bord de ce bateau du 28 août au 8 septembre avec une expédition donc sur la côte nord-est avec une arrivée donc à Constable Point et nous irons donc naviguer le long de cette côte durant 12 jours. Et puis 2 autres voyages qui suivront le 8 et 18 et 18-28 septembre également, sur lesquels il nous reste quelques places puisque la première date de ce voyage est complètement. C'est le cas aussi pour l'éclipse, hein, à bord du Grand Explorer. C'est une date qui est complète. Donc, si c'est un phénomène céleste qui vous intéresse, eh bien, évidemment, nous vous accueillons à bord de l'Heritage Discoverer. Voilà pour les expéditions que nous vous proposons, en tout cas pour 2026. Vous avez vu aussi, nous avons proposé notre brochure 2027, donc n'hésitez pas à aller voir tous nos voyages, hein, pour l'année 2027 à la découverte du parc national du Nord-Est du Groenland. Quelques photos, hein, encore alléchantes pour vous donner envie. Et puis, je termine, donc, comme je l'ai dit en début de webinaire, hein, pour aller plus loin après ce webinaire, et avant d'embarquer à bord de nos bateaux, eh bien, un ouvrage de Christian Kempf, peut-être le seul, hein, sur le parc national du nord-est du Groenland, vraiment un recueil très complet, très intéressant, avec eh bien, tout ce qu'il faut savoir en termes de faune, de géologie, d'histoire. Vraiment un recueil très intéressant que je vous invite à découvrir et qui est disponible donc sur notre librairie en ligne, sur notre site, dont je vous mets le lien tout de suite sur le chat. Et puis également donc, la carte du parc national du nord-est du Groenland que vous pourrez également découvrir à bord.
Écoutez, peut-être que l'un d'entre vous veut rajouter quelques mots. Sinon, moi, je propose de conclure aussi également sur une jolie vidéo qui avait été réalisée par Valentin Pilate sur l'un de nos voyages, donc dans le nord-est du Groenland. Est-ce que l'un de vous veut rajouter quelque chose avant que je conclue avec cette vidéo? On veut voir la vidéo. Eh bien, alors je lance la vidéo et j'en profite pour vous remercier de votre présence, toujours plus nombreux durant nos conférences en ligne. Nous sommes ravis. Donc, je vous dis à très bientôt pour une prochaine conférence en ligne. Merci à vous trois, à nos intervenants de ce soir pour cette belle présentation très complète. Et puis, je vous laisse donc sur ces belles images. Merci et à bientôt. Merci. Au revoir. La priorité, c'est le vécu. Profitez de cette banquise. Vous avez en ce moment, je vous l'assure, des moments exceptionnels liés au beau temps. C'est le summum de l'Arctique. Pour moi, la côte Est, c'est mon coup de cœur. Je n'avais jamais rien vu de tel, vraiment, je te promets. De tous les reportages que j'ai pu effectuer, celui-ci était complètement hors norme. Aux confins de la Terre, au Groenland, avec une équipe de guides et un chef d'expédition vraiment formidable, avec lesquels on a pu réaliser des expéditions extraordinaires. On était vraiment pris d'un sentiment de liberté.
Plus besoin de mots, hein, voilà, cette vidéo a tout dit. Je vous dis à très bientôt, en ligne ou à bord, pour, découvrir le nord-est du Groenland. Au revoir, merci à tous et très belle soirée.